La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Très heureux de vous retrouver pour ces niveaux numéro d'Angers de l'heure, votre émission qui décrypte à votre intention l'actualité politique. Dans toute sa complexité, on aborde ici toutes les questions qui font la une et qui font la toile congolaise. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons vous informer sur l'une des questions qui fait couler beaucoup d'encre et salive. C'est l'arrestation de Salomon Escadela, conseiller de Moïse Katumbi, la perquisition de sa maison et celle de Moïse Katumbi. On lui reproche d'avoir détenu illégalement une arme. On lui reproche d'avoir des liaisons avec Kigali, il faut dire le Rwanda, en préparatif d'un coup d'État ici à Kinshasa. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi le raison de son arrestation? Nous allons vous donner les détails dans ce numéro d'Enjeux de l'heure. Et dans ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir pour vous notre invité qui s'appelle Glodine Dombassi, qui est le secrétaire national, je vais dire, le président national de la Ligue des jeunes de NDK, la Nouvelle Dynamique Congo, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tout le monde. Je profite également de l'occasion pour saluer le président national de la Nouvelle Dynamique Congo, qu'on appelle NDK en sigle, l'honorable Papi Mantezo Diantezoa, que nous appelons les Gangounza rassemblés Ntsenguku Dibende, et saluer également le secrétaire général Jean-Philippe Kapoya, mais aussi tous les habitants de Kinshasa, du monde entier, particulièrement ceux de ma circonscription, ceux de Nchili et de Tchango en général, parce que, comme j'aime toujours dire, Kinshasa c'est ma ville, Tchango c'est mon district, et Nchili c'est ma commune. Donc ma vie tourne tout autour de cette ville et de cette circonscription, c'est-à-dire que j'ai tout intérêt à œuvrer pour le bien-être de cette commune, pour le bien-être de cette ville et pour le bien-être de tous les Congolais en général. Alors, Maître Glody, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Plusieurs Congolais, il faut dire ceux de l'opposition et ceux peut-être qui n'ont pas assez d'informations sûres, commencent à reprocher au régime Tshisekedi, dont votre parti est membre par l'Union sacrée, un acharnement judiciaire. Un acharnement dans le sens où les opposants sont tout de suite arrêtés. On va partir de Mike Mukebai et aujourd'hui on est à Salomon Escadela. Tous deux membres d'Ensemble pour la République. Est-ce qu'on peut comprendre si le régime en place a un problème personnel avec le parti politique Ensemble? Je ne pense pas que ce soit de l'acharnement. Du fait que les arrestations n'ont pas commencé avec les gens de l'opposition. Je vais vous rappeler ici qu'il y a Vital Kamerhe qui a été arrêté à son époque. Il était d'ailleurs le tout-puissant, s'il faut l'appeler comme ça, le directeur des cabinets du chef de l'État. Mais ce que j'aime un peu préciser, il faut dissocier le régime Tshisekedi avec les pouvoirs judiciaires. Parce que le régime, c'est un régime politique. Le pouvoir judiciaire est apolitique et ne dépend pas du pouvoir exécutif. Alors, ni encore de l'institution présidentielle de la République. Il faut dissocier parce que la justice, elle est indépendante et celle de la justice, même la Bible elle dit que c'est la justice qui élève une nation. Je crois que si nous commençons à instrumentaliser la justice, nous allons même dévier une mission divine, même un devoir divin, parce que c'est une recommandation que Dieu a donnée aux nations, que si vous voulez que votre nation se développe, il faut que la justice soit efficace, il faut que la justice soit indépendante, il faut que la justice fasse bien son travail. Je me rappelle quand je fus étudiant, il y a un professeur bienvenu à Neba Meme qui nous a enseigné le droit pénal. Il a dit ceci, que le Congo va se développer, ou le Congo se développera dès lors que tout le monde, tout citoyen aura peur du droit pénal. Quand on parle du droit pénal, on voit le droit de la répression.
les droits qui amènent les gens à faire la prison, les gens qui amènent les gens à être éduqués, rééduqués pour être utiles à la société après avoir commis un forfait indigne, un comportement normal. Donc, voilà, il faut dissocier. Alors, pour aller au dossier Mike Moukebaye, Daniel Issafou, Salomon Escadela. Je rappelle que Mike Moukebaye plutôt a fait ce qu'on appelle l'incitation à la haine tribale, parce que juste après la marche, la répression, ou même la marche, je crois, du 25 mai, si je m'abuse pas. La marche, c'est le 20 mai. Du 20 mai, voilà, 2023. Juste après cette marche, ils se sont retrouvés sur un plateau de télévision pour communiquer. C'est ce qui n'est pas interdit, c'est un droit. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'il faut commencer à appeler tout le monde honorable? Je rappelle ici que Mike Moukebaye était élu, c'est parce qu'il ingérait Kabila. Et aujourd'hui, parce qu'il est de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, si aujourd'hui l'équipe ville de Kinshasa est Canal Boité, c'est parce que Mike Moukebaye a également contribué. Parce que comme étant élu, s'il ne peut pas exercer une fonction parce qu'il n'a pas la signature, et dans sa mission constitutionnelle, il peut contrôler l'exécutif. Ben, il a beaucoup, et il est dit souvent, il a beaucoup d'actions parlementaires qui sont bloquées au niveau de l'Assemblée. Moi, je vous dirai aucune action. De mission. Je vous dirai aucune action. Ce n'est pas sa manière aussi de contribuer. Je vous dirai aucune action. La mission d'un député, premièrement, c'est légiférer. Deuxièmement, c'est contrôler l'exécutif. Le contrôle parlementaire se fait par des missions d'enquête, par des questions orales avec débat, par des questions écrites avec débat ou sans débat, par une interpellation, au cas contraire ou à l'extrême, par une motion de défiance ou une motion de censure s'il s'agit du gouverneur. Alors, quelle est cette action qui a été initiée par le député Mike Moukebaye? Par contre, le député Mike Moukebaye confond l'Assemblée provinciale et la télé. Ce n'est pas à la télé qu'un député vient rendre compte de sa mission parlementaire. Ce n'est pas à la télé qu'un député vient rendre compte de ce qu'il fait à l'Assemblée, non. C'est l'erreur que beaucoup de députés commettent. Ils passent à la télé pour dire, voilà, il y a ceci qui ne marche pas, mais tu es là-dedans. Qu'est-ce que tu fais de ta fonction? Il y a des réalités institutionnelles qui font que quand on ne peut pas s'exprimer aisément au sein de l'institution, on trouve mieux d'en faire aux médias. Les médias, c'est lorsque vous avez initié une action parlementaire et que les bureaux cherchent à bloquer l'action. Là, vous venez aux médias pour alerter l'attention. Et voilà ce que j'ai fait dans ma mission parlementaire. Mais les bureaux ont bloqué. Est-ce qu'avez-vous déjà entendu une sortie médiatique? Il en a fait interpellation. Je vous dis par exemple les ministres Tengelito, par exemple. Bon, lorsqu'il fut député, le ministre Tengelito avait interpellé l'ancien ministre des Finances, ce qui est son nom. Magloire Kabem. Non, pas Magloire. Matondo. Okay. Il avait interpellé Matondo. Et on connaît ce que ça s'avait donné à la suite. Le ministre actuel de l'Intérieur, VP Peter Kazadi. C'est vrai, il n'a interpellé personne, mais je vous dis qu'il est à la base. Non, je crois qu'il a interpellé. Il est à la base de beaucoup d'instruments juridiques que l'Assemblée provinciale peut mettre dans son actif. Les édits, les contrôles parlementaires. Je me souviens une fois, il a soulevé une motion contre le ministre des Finances parce que le ministre a été invité par un député et que le ministre démissionnaire, là, Jean Goye, il a refusé de répondre à la question. Et si les champs, les députés, l'ex-député Peter Kazadi a soulevé une motion pour la mise en accusation du ministre. Même si ça n'avait pas passé, au moins il a accompli sa mission. Alors, s'il faut aller dans les dossiers Salomon Escadela, il n'est pas l'intouchable, il n'est pas le tout-puissant. Mais moi, ce que je déplore, c'est la procédure qui n'a pas été respectée. La manière dont la justice, pas même la justice, la manière dont les éléments de la sécurité militaire, qu'on appelle des MIAP, avaient procédé à sa arrestation, c'est pratiquement illégal. C'est biaiser la procédure, que ce soit militaire et tant civil. Pourquoi? Parce que je me pose une question. Si on a laissé Salomon Escadela franchir toutes les barrières de l'aéroport jusqu'à se retrouver au tarmac, c'est qu'il y a un problème sécuritaire au sein de notre aéroport.
Parce que comment un civil porteur d'une arme à feu, peut franchir toutes les barrières? Alors que quand vous arrivez à l'aéroport, il y a même des machines détectrices. Quand vous passez, ça vous détecte. Si vous avez une arme, si vous avez une missile, vous avez un instrument quelconque, ça détecte et puis on vous appelle, dit, monsieur, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? C'est quand même inquiétant. Je me pose la question, si un citoyen congolais arrivait à passer avec une arme, à fonctionner les étrangers que nous manifestons peut-être ce qu'on appelle complexe d'infériorité. C'est que c'est grave. Mais quand cela ne tient, on a mis la main sur lui. Mais ce qui m'a étonné, je me pose la question, en vertu de quelles dispositions on peut refuser à ses avocats de ne pas assister les clients? L'article 18 de la Constitution dit ceci. Lorsque la personne est arrêtée, il doit immédiatement être informé du motif de son arrestation. Ouais. Il doit également entrer en contact directement, on dit immédiatement, avec sa famille ou avec son conseil. Et on attend par conseil un avocat comme un défenseur judiciaire. Alors, je ne sais pas s'il y a une loi spéciale qui interdit au conseil d'assister les clients au sein des services de l'État. S'il y en a, c'est que cette loi doit être abrogée et la Cour constitutionnelle doit se saisir pour rendre cette loi conforme à la Constitution. Parce que la Constitution de 2006, de 18 février 2006, c'est la loi mère. Et toutes les autres lois doivent être conformes à la Constitution. Lorsqu'une loi n'est pas conforme, on appelle ça, et cette loi est entassée de ce qu'on appelle l'inconstitutionnalité. Et ça doit subir une modification, une révision. Est-ce que ce que vous dites n'est pas en train de contredire votre introduction? À votre introduction, vous avez dit que d'abord, on arrive à séparer, ce qui est tout à fait logique, et au nom de la séparation de pouvoir. Exactement. On sépare l'institution présidente de la République du pouvoir judiciaire qui sont tout à fait différents. Et que par la suite, vous dites dans votre suite que d'abord, vous condamniez la procédure de l'arrestation et que vous êtes inquiet du fait qu'il ait franchi à cette barrière avec l'arme et que sur le tarmac, on s'est rendu compte qu'ensuite, il y a des violations de procédure telles que déjà les droits à la défense, qui est un droit fondamental en procédure pénale. Est-ce que vous ne trouvez pas que le régime en place, parce que quand on parle du régime, on a l'impression qu'il faut prendre les présidents de la République, le mettre à part, et penser que le pouvoir judiciaire n'est pas sous ces régimes. Et ça, on le dit peut-être classiquement et de manière pédagogique. Vous savez, si vous êtes politicien avéré, que la politique prime sur le droit, assez sur la justice. Parce que la justice est une vertu, mais un nom accordé à des institutions qui ont leur tort et les travers, c'est que vous dénoncez tout de suite. Est-ce que le régime en place n'est pas en train d'instrumentaliser la justice? Parce que déjà, l'arrestation est arbitraire, vous venez de le dire. Parce que déjà, il y a une légèreté sécuritaire au niveau de la migration, donc, et que par la suite, toute la procédure est en violation de règles, des règles processuelles. Est-ce que ce n'est pas de la faiblesse pour le régime que d'avoir une telle justice et surtout, à un moment électoral, c'est qui amène plusieurs, comme était ma question, à penser que c'est de l'acharnement judiciaire contre Moïse Katumbi et sa bande, parce que si c'était la justice qui fonctionne régulièrement, comme vous avez dit, indépendante, elle devrait faire les choses de la manière la plus correcte possible, faire respecter la procédure. Pourquoi on l'invite ces conseils? On l'évite ces conseils. Est-ce pour l'avoir dans le piège? Est-ce pour les torturer? Est-ce que c'est pour que les avocats ne découvrent pas assez de choses? Qu'est-ce qui se cache derrière ces genres de restrictions? Je crois que ceux qui pensent que la justice, que la politique prime sur les droits, c'est une mauvaise appréhension. C'est du moins la pratique des choses pour la plupart. Oui, malheureusement, les droits, ce n'est pas ce qui est. Les droits, c'est ce qui doit être. Ce qui est, c'est ce que nous dénonçons. Ce qui doit être n'est pas appliqué. Absolument. Les droits restent les droits. La politique ne prime pas sur les droits et la politique ne peut pas primer sur les droits. Ça, c'est en théorie. Plus ou moins en théorie. Ou ce qui doit être. Dans un pays où les droits, la politique prime sur les droits, c'est qu'il y a quand même une dose de dictature. Ce n'est pas les cas en RDC parce que l'opposition crie déjà la dictature. Non, en fait, c'est ce que j'ai dit. Il faut dissocier la politique et la justice. Il faut dissocier en théorie, on est d'accord avec vous. Mais c'est ce qui doit être. Nous devons plutôt prêcher ce qui doit être. On ne doit pas prêcher ce qui est.
Ce n'est pas parce qu'une pratique a duré pendant 30 ans que ça devient une vérité. Ma question porte sur la pratique. C'est ça que je suis en train de vos analyses. C'est ce que je suis en train de vous dire, que la réalité n'est pas la vérité. La vérité que la procédure doit être respectée. La vérité que toute personne arrêtée doit être assistée de son conseil. Mais la réalité, c'est ce que nous constatons. Là, on ne peut pas prêcher la réalité parce qu'on veut se conformer à la réalité. Est-ce que toutes ces violations, n'est-ce pas là des acharnements contre les Katumbi? Donc, pour commettre l'acharnement contre les Katumbi, je vous ai dit dans mon introduction. Un conseiller dont le domicile est connu de cette manière-là, vous dites en violation de règles. Comment on les prive de ces conseillers en violation de règles? Et on ne peut pas continuer à trouver ça normal et n'est pas soupçonné une fragilisation de Katumbi, parce que vous savez ce que représente Escadé là pour Katumbi. C'est ça que je suis en train de développer, mais éviter d'utiliser les concepts selon lesquels on cherche à... C'est des insinuations qui peuvent être éclairées par vos réponses. C'est ça que j'ai dit. Il faut éviter de dire que c'est de l'acharnement, tout comme le pouvoir en place cherche à écarter Katumbi, parce que le pouvoir en place n'a même pas peur de Katumbi. Katumbi ne représente rien face à Tshisekedi, ça je vous assure. Parce que même si on partait aux élections, seulement avec Katumbi, les gens préféreront de ne pas voter. Vous avez un baromètre des intentions des gens, c'est ça? C'est par rapport, prenez votre micro-baladeur, allez au fin fond de la société. Vous affirmez ou vous me donnez ces devoirs-là? Si vous l'avez déjà fait, vous nous donnez les statistiques. Ce n'est pas à nous de le faire. Non, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. J'ai fait quand même la ronde de certaines provinces. J'ai fait le Congo central, j'ai fait le Bandundu, le Grand Bandundu, j'ai fait l'Équateur, j'ai fait le Nord et Sud Kivu. Je ne sais pas, peut-être comme je n'ai pas fait le Katanga, il se pourrait qu'il soit populaire au Katanga. Mais je vous dis, dans les provinces où j'ai sillonné, le nom de Katumbi est connu comme le président d'un club de football. Et il y a même certains qui disent que Katumbi est bon pour être le ministre des Sports, comme le président de la Fédération de football. Donc, et lorsque j'ai comparé par rapport à ces actions, je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas tort. Donc, si on pouvait donner la chance à Katumbi comme ministre des Sports, il va développer les sports. Parce qu'il en a prouvé avec Mazembe, comment il a su tirer Mazembe. Et il en a aussi prouvé avec Don Bosco. Et comme il a beaucoup de participation dans les différentes fédérations, comme les membres influents même de la FIFA, si on lui donnait la fédération de football, je crois que nous aurons beaucoup d'actions pour le développement de notre sport en général et plus particulièrement de notre football. Mais est-ce que les mêmes personnes qui vous ont parlé de son côté footballistique ne vous ont-ils pas parlé qu'il était ancien gouverneur du Katanga, qu'il était un des alliés importants de Félix Tshisekedi aux élections de 2018, peu avant la séparation de Genève, et qu'il s'est rattrapé en adhérant à l'Union sacrée, ce qui a accordé à Félix Tshisekedi une majorité parlementaire qui s'est de fait au fur et à mesure. N'ont-ils pas dit qu'il a aussi un grand parti politique, avec notamment Salomon Escadé qui est arrêté aujourd'hui? Ancien gouverneur, oui, mais pendant qu'il fut gouverneur, c'est à cette époque-là qu'il a développé Mazembe. C'est-à-dire que Moïse était un gouverneur, s'occupait plus du football que de la province. Il a préféré de développer Mazembe, de construire les stades de Mazembe, de développer Don Bosco, je crois Lubumbashi Sport aussi, son académie aussi sportive, mais il n'a pas développé les Katanga. Après le découpage, nous avons compris que Moïse Katumbi n'a rien fait au Katanga, parce qu'aller dans la province de Lualaba, il n'y a pratiquement rien. Aller à Tanganyika, Lomami, je crois, aller aussi la province de Grand Katanga, vous allez constater qu'il n'y a rien pratiquement. Et là, il y a une autre fonction qui convient à Moïse Katumbi, hormis les sports, c'est le ministère de l'Agriculture. Ben, ce n'est pas vous qui attribuez. Non, je suis en train de voir ce côté fort. Je suis en train de parler de ce côté fort. Il a le droit d'avoir des ambitions, n'est-ce pas? Mais être ministre de l'Agriculture, c'est aussi avoir des ambitions. Ce n'est pas vous qui les lui fixez. Non, ce n'est pas moi qui... perdre du temps à fixer un homme comme Moïse Katumbi. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Oui. Je vous ai donné les statistiques parce que vous m'avez posé la question. Si mes allégations étaient fondées
par rapport à mon expérience ou c'était par rapport à l'opinion populaire. Je vous ai dit, après avoir sillonné les provinces que j'ai citées ici, ce que les habitants de ces provinces m'ont dit. Très bien. Revenons à la question alors. Est-ce que, après le critique que vous faites à l'organe judiciaire qui est en charge du dossier Escadella, est-ce qu'on peut craindre la suite de la procédure? Déjà que le début est très biaisé comme ça. Comment on se rassure que le procès il sera équitable, qu'il aura droit à une défense de qualité quand déjà son arrestation, ses conseils sont interdits de lui voir ou de lui prêter main forte dans un moment pareil? Lorsque j'ai fait une analyse politique, je vous ai parlé de la personne de Katumbi. Et maintenant, quand je parle de Moïse comme Salomon Escadella, ça, je ne parle pas de la politique. J'ai fait une analyse juridique. Vous voyez? Oui. Donc, c'est pourquoi je cherche aussi à dissocier la politique avec le juridisme. Alors, politiquement, par là, je vous ai donné le profil de ce qu'il faut à Moïse Katumbi. Ben, moi, mais judiciairement par là, est-ce que c'est vous qui judiciairement par là, des gens... je sais que vous êtes un journaliste investigateur, même si vous manifestez une volonté de ne pas l'affirmer par les voies médiatiques, mais au sein de vous, vous connaissez la vérité. Loin de moi l'intention de vous taxer cela, mais vous connaissez celle qui connaît vos cœurs, qui connaît votre cœur plutôt, qui sait également ce que vous pensez. Et ce que la population dans l'ensemble pense. Alors, j'étais en train de dire que l'arrestation de Salomon, c'est une arrestation qui n'a pas respecté la procédure. Parce qu'à mon humble avis, Salomon, sa faute n'était pas à craindre. Il a d'abord fait une semaine, plutôt un mois ici, avec son président, pour préparer les activités de l'opposition. Après, il s'est rendu à Lubumbashi. Lubumbashi, ce n'est pas en dehors de la République. Lubumbashi, c'est l'une de nos provinces, l'une de nos villes, qui se retrouve dans la province de Haut-Katanga. Je crois... la manière dont je dis qu'on l'avait arrêté, ce n'est pas professionnel. Ça n'a pas commencé avec Salomon. On avait aussi arrêté un ancien gouverneur du Congo central, Atou Matubwana. Nous l'avions aussi fustigé. Est-ce que c'est pour autant qu'Atou Matubwana avait un problème avec la politique? D'ailleurs, il est membre de l'Union sacrée. Ce sont les bavures judiciaires que nous condamnons, mais qu'il faut dissocier avec la politique. Pourquoi lorsque c'était le cas d'Atou, on n'avait pas dit que c'était l'acharnement politique? On n'avait pas dit que le régime en place cherchait à écraser Atou Matubwana. Pourquoi lorsqu'il s'agit de Salomon, vous voulez associer ça à la personne de Katumbi ou à la politique? Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir. Revenons sur les griefs reprochés à Salomon Escadella. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Ce qu'on lui reproche, c'était l'incitation. D'abord, c'était atteinte à la sécurité de l'État. Atteinte à la sécurité de l'État. C'était le fait de porter une arme sans l'autorisation. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est pourquoi j'ai dit que la procédure était totalement biaisée. Depuis que je suis avocat, je n'ai jamais vu un OPJ faire les comptes rendus de la déposition des parties. Parce que l'audition elle-même, elle est secrète. C'est une procédure qui doit être inquisitoire. C'est ça. Alors, lorsque l'OPJ se sentirait éclairé, dans les 48 heures, s'il n'est pas en mesure d'acquitter la personne, il peut transférer les dossiers aux instances judiciaires compétentes. Notamment comme il s'agit d'un dossier militaire, plutôt d'un dossier militaire, c'est le parquet militaire. Tout dépend de la qualité de la personne. Ça peut être, tout dépend de la haine, ça peut être au tribunal, plutôt parquet, à l'auditorat, au parquet militaire des garnisons, je crois. Des garnisons, je crois, voilà. Alors, lorsque lui, il cherchait à éclairer l'opinion, alors que ce n'est pas son travail. C'est là que je vous dis, il y a une même politicienne. Parce qu'il vient éclairer moi, je ne comprends pas, s'il vous plaît. Moi, ce qui m'étonne, comment vous voulez lier ça à la politique? Comment on veut lier? Regarde comment le fait se déroule. On arrête Salomon Escadella, l'opinion spécule autour de ce qu'on peut... Mais moi qui suis de l'Union sacrée, je vous dis qu'il n'y a rien de la politique dedans. S'il vous plaît, ça c'est ce que vous dites. Nous, on va analyser le fait. Un bourgmestre, s'il vous plaît, un bourgmestre de Kalamou, l'actuel bourgmestre de Kalamou qui est suspendu, je crois que c'est M. Chalou Luboya. Il a été arrêté à la commune, à la maison communale de Kalamou. Il a été amené aux installations de l'ANER, torturé, il y a même les images. Je ne pense pas que les images qui ont circulé sur la toile publique. Une étude comparative. Non, mais pourquoi lorsqu'il s'agit d'un individu appartenant à l'opposition, vous liez ça à la politique? Lorsqu'il s'agit de quelqu'un de l'Union sacrée ou du pouvoir,
il n'y a pas la politique. Je ne suis pas en train de faire une ségrégation union sacrée opposition. Je pars sur 2 faits et c'est à vous d'éclairer l'opinion. Dites-nous en quoi c'est pas de la politique, c'est que du judiciaire. Je cherche à vous délivrer de cette pensée, de lier les faits de Salomon avec la politique. Mais c'est pas moi. Si c'était de la politique, je n'allais pas être pour Salomon. Au lieu de me délivrer, délier le fait. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Écoutez alors la question pour bien délier le fait. Salomon Escadela est arrêté dans des conditions qui ne permettent pas à l'opinion de savoir l'oraison de son arrestation. Il lui a interdit d'avoir des conseils qui peuvent communiquer dessus. Voilà. Après plus de 48 heures, on a un OPJ militaire qui fait un compte-rendu des dépositions et de chefs de grief retenus en charge de M. Escadela. C'est qui n'est pas une procédure judiciaire prévue par la loi. Encore que l'enquête préjuridictionnelle est inquisitoire. Que peuvent être les motivations? Qui peuvent être ceux qui ont demandé que ces comptes rendus s'effacent? Lors de mon introduction, je commençais par condamner. Condamner, c'est fait. Pourquoi? Parce que était esclave de la procédure, esclave de la loi. Je suis en train de vous dire, je ne dis pas ce qui est, mais je vous dis ce qui doit être. Ce qui est, c'est ce qu'on constate nous tous. Mais ce qui doit être, c'est ce que les lois prévoient. Et ça n'a pas été respecté. Et moi, je vous dis, lorsque j'ai commencé... Est-ce que l'état de droit que prend le chef de l'État, c'est l'irrespect de règles de procédure? L'état de droit, c'est aussi l'état d'esprit. C'est aussi une philosophie. Absolument, mais cette philosophie-là voudrait-elle dire qu'on viole de procédure judiciaire? Oui, mais comprenez que vous êtes en train d'enseigner à une catégorie de personnes et a déjà dépassé les seuils d'âge. Ça veut dire? Il y a d'autres personnes qui ont déjà 60 ans, ils ont été avec Mobutu, ils ont été avec Kabila, et vous les enseignez l'état des droits qu'ils n'ont jamais vécu. C'est-à-dire, comprenez un peu que la compréhension n'est pas la même. C'est-à-dire la difficulté qu'a Félix Tshisekedi, c'est d'avoir le membre du pouvoir judiciaire qui ont dépassé l'âge de comprendre qu'il faut respecter la procédure judiciaire. Ils le savent aussi. Le problème, c'est la pratique. Dans la pratique, il y a des bavures que nous condamnons. Je peux vous dire qu'il y a certains endroits où tu arrives, on te dit, maître, tu ne peux pas entrer. Maître, sors de mon bureau. Un OPJ qui te dit, sors de mon bureau. Un magistrat qui te dit, non, maître, sors de mon bureau, il faut être en touche. Alors que ce n'est pas permis qu'un avocat puisse porter la touche devant un magistrat du parquet. Ce n'est pas permis, même devant un OPJ. J'ai même vu les avocats de Salomon en touche pour assister les clients devant un OPJ. Tout ce que l'OPJ peut demander, peut-être que pour attester que tu es avocat, on peut te demander ta carte. Mais l'avocat écrit ses paroles. Pourquoi je suis en train de délier les faits, la pratique judiciaire avec la politique? C'est une pratique que nous condamnons, qui ne reflète pas la vision des chefs d'État, matérialisée par les programmes du gouvernement qu'on appelle l'État des droits. Lorsque la procédure est bafouée, moi je ne peux jamais encourager cela. Parce que nous prêchons une république qui doit respecter les lois. L'État des droits veut tout simplement dire le respect des droits et des lois établies. Je respecte mon droit, je respecte les siens. Et nous respectons les lois de la République. C'est ça l'État des droits. L'État des droits veut dire que nul n'est au-dessus de la loi, nul ne peut marcher sur la loi, ni les chefs de l'État, ni les huissiers. Parce que la fonction la plus basse, c'est le huissier. Et la fonction la plus élevée, c'est le président de la République. Donc, en partant du huissier jusqu'au chef de l'État, personne ne décide de la loi. Absolument. Alors, après le grief lui imputé, domicile ici perquisitionné, domicile de Katumbi perquisitionné. Aujourd'hui, on apprendrait qu'il y a encore perquisition dans leur domicile respectif de Lubumbashi. Quel lien peut-il exister entre le domicile de Katumbi et la procédure judiciaire en cours contre Escadela? Non, c'est une procédure judiciaire. La perquisition, c'est une procédure judiciaire. Absolument, mais lorsqu'on constate, oui, la victime ou Katumbi est-il complice, je présume, co-auteur dans le dossier ou qu'est-ce qui se passe? Je présume que dans les dépositions de M. Salomon ou après les enquêtes,
peut-être qu'il y aurait d'autres éléments de preuve qui se retrouveraient dans ces domiciles, je présume. Mais je laisse ça à la compétence du pouvoir judiciaire parce que moi j'ai confiance à la justice. La justice qui viole récurremment le procédure. Je crois au changement. Je crois au changement des mentalités. Aujourd'hui ou demain? Les changements pour moi c'est aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde. Mais je crois également que vous et moi, si nous croyons aussi au changement, et que ceux qui ne croient pas au changement croiront après, par notre comportement. J'ai confiance à la justice, mais seulement que, je demande que cela se passe dans les normes, que cela se passe dans le respect des droits des domiciles, que cela se passe dans le respect des droits des individus, que cela ne se passe pas sous forme parce qu'il n'est pas, il n'est pas au pouvoir. Il faut aussi profiter de ces postures-là pour peut-être lui régler des comptes. Ce n'est pas aussi bon que la justice reste dans sa casquette judiciaire et la politique également reste dans sa casquette politique. Très bien. Alors, on va peut-être prendre, pour commencer à chuter, une autre de question qui revient toujours chaque fois qu'on parle de Katumbi. Mais peut-être c'était le premier plan de Tshisekedi pour l'écarter de la présidentielle 2023, c'est la loi Tchani. Après la loi Tchani, on a maintenant une justice assez très active aux côtés de Katumbi jusqu'à la perquisition de son domicile. Quelle est votre position sur la loi Tchani qui est à ce jour une arme fatale contre Katumbi et sa bande? La loi Tchani, ou la loi sur la nationalité qu'on appelait des Congolais des pères et des mères, c'est une loi qui est portée par un député national qu'on appelle l'honorable Tingi Pouloulou, Hervé Pichou. Je crois qu'il est dans sa casquette parlementaire, d'initier des lois, de légiférer. D'ailleurs, ce sont les initiatives qu'il faut encourager. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est un pays où j'ai dit, c'est comme les Ntsakamadesu. On a pris plusieurs tribus, on a mélangé, alors qu'au départ, on ne partageait pas la même culture. Avant que le Congo devienne la RDC, le Congo central, Kinshasa, Bagambandundu, ainsi que d'autres pays, une partie de l'Angola, Congo-Brazza, Gabon, c'était le royaume Congo. Il y avait aussi le royaume Cuba et il y avait d'autres royaumes, d'autres empires. Et après que les colons passent pour poser la frontière ou les frontières coloniales, le Congo est devenu RDC. C'est pourquoi vous allez constater que malgré qu'on est RDC, on n'a pas la même culture. Ce qui fait que le Congo n'est pas digne d'être appelé une nation. Parce qu'une nation doit partager les mêmes valeurs, les mêmes cultures, la même coutume. Mais nous ne partageons pas la même coutume. Les Bas-Congolais coutumes ou la coutume Congo. Vous allez retrouver ça à Kinshasa, vous allez retrouver ça au Gambandundu, au Congo central. Mais ce n'est pas ce qui est appliqué, par exemple, au Katanga, ce n'est pas ce qui est appliqué au Kasaï. Chez nous, au Congo central, nous sommes les matriarcats, les matrilinéaires. Mais si vous allez à l'Est, ce sont des patrilinéaires, des patriarcats. C'est-à-dire que même quand vous épousez une femme, vous allez vous rendre compte que les différentes dots demandées selon les différentes coutumes, c'est également différent. Alors, mais ce qu'il faut comprendre, qu'étant un pays sensible, entouré par 9 pays voisins, il y a certaines fonctions qu'il faut verrouiller sévèrement pour éviter qu'un jour le Congo soit géré par un étranger qui ne privilégiera pas peut-être les intérêts congolais et peut-être qu'il sera au service de son pays ou plutôt de sa nation d'origine. Alors, mais le moment choisi, ce n'est pas le bon moment. Parce que l'initiative peut être bonne, mais il y a aussi l'opportunité ou l'inopportunité. Est-ce que c'était opportun d'initier une telle loi, une telle proposition de loi à 6 ou 7 mois des élections? Est-ce que ce n'est pas pour écarter certaines personnes à la course présidentielle? Moi, j'ai dit peut-être oui ou peut-être non. Pourquoi? Parce que, vous savez, nous venons à peine d'assister à une passation du pouvoir pacifique. C'est pour la première fois que le Congo ait dans son actif un ancien président vivant. Et vivant pas en exil, mais si les seuls Congolais. Ouais.
je peux vous rassurer ici que les personnes qui sont concernées par cette loi actuellement, c'est les hommes forts du Congo. Ce sont les milliardaires du Congo, ce sont les anciens seigneurs de guerre, ce sont les seigneurs de guerre actuels, ce sont les milliardaires, les millionnaires, ce sont eux qui détiennent la plus grande partie du capital social, ou même de l'économie de la RDC. Imaginez si cette loi arrivait à passer. Le Congo va exploser. Imaginez si ces personnes retirent leurs parts dans des banques. Que deviendra le Congo sur le plan économique? Imaginez si ces personnes arrivaient à être écartées à cause d'une loi actuellement à la fin du mandat du président. Le Congo risquerait de connaître même la balkanisation. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas opportun, ce n'est pas le moment choisi, ce n'est pas un bon moment. Peu importe la bonté de l'initiative, mais le moment choisi n'est pas bon. Mais tôt ou tard, il faut arriver à le faire. Parce que même en Tunisie, ils sont allés très loin pour dire que non seulement des pères et des mères, mais les pères et des mères doivent aussi être des Congolais, des pères et des, plutôt des Tunisiens, des pères et des mères. Ok, donc les grands-parents aussi doivent être... Et vivre les grands-parents et aussi vivre, avoir la nationalité de manière ininterrompue. Aller même aux États-Unis, il faut faire 14 ans sans pour autant quitter les États-Unis. Donc pour être président américain, il faut faire peut-être, je crois, c'est 14 ans sans quitter les États-Unis. Donc tu es Congo, tu es américain, tu n'as jamais fréquenté la Russie, tu n'as jamais fréquenté la Chine pendant 14 ans. Imaginez. Donc, si les pays développés, les pays qui nous prêchent la démocratie, les pays qui nous prêchent les modèles, la bonne gouvernance, arrivaient à les faire, ceux qui sont passés par l'étape que la RDC passe aujourd'hui, pour arriver là où ils sont. Alors, je pense également, tôt ou tard, nous devons arriver à verrouiller certaines fonctions comme le président de la République, les conseillers du chef de l'État en matière de sécurité, le ministère de l'Intérieur, Défense, Affaires étrangères. Je ne parlerai pas des finances, parce que finances, ce n'est pas un ministère de souveraineté. Les gouverneurs de la Banque centrale, les gouverneurs des provinces, les administrateurs du territoire, même les commandants, les chefs de sécurité, des services de sécurité, que ce soit la police, l'ANER, la DGM, DEMIAP, même les directeurs provinciaux de ces services-là, même les chefs de poste qui sont au niveau des frontières. Parce qu'un chef de poste qui est peut-être à Loufou, si le chef de poste de l'ANER ou de la police, tout comme de la DGM, a des nationalités douteuses, mais s'il est dans les coups, il peut faire entrer les étrangers, il peut faire entrer les ennemis. Pendant que les autorités dorment, pendant que nous dormons la nuit, il y a des choses qui se passent au niveau de nos frontières. Et non seulement des Congolais, des pères et des mères, mais des Congolais nationalistes. Parce que tu peux être des pères et des mères, mais par exemple, tu n'es pas né au Congo, ou tu n'as pas vécu au Congo. Tu peux être des pères et des mères, peut-être que tu es né aux États-Unis d'Amérique, tu as passé toute ta vie en Amérique, c'est-à-dire ton comportement ou ta mentalité n'est pas congolaise. Vous comprenez un peu? Donc tu ne réfléchis pas comme nous. Moi j'ai toujours dit, il faut arriver à un niveau où, pendant que tu fais ta marche, tu vois les drapeaux, ton cœur bat. Et tu regardes les drapeaux, tu dis, je ne peux jamais trahir ce pays. Et je pense également que pour y arriver, il faut revisiter notre programme scolaire. Il faut enseigner à nos enfants, à partir de la base, la citoyenneté, l'amour de la patrie. Si vous prenez votre enfant de maternelle, vous dites non, mon enfant, Gabriela, ça, c'est le téléphone. Et que l'enfant arrive à l'école, sa maîtresse lui dit non, ça, c'est les serpents. Il va te dire non, papa, tu ne connais pas. C'est les serpents. Madame a dit c'est les serpents. Donc l'enfant croit plus à ce que l'institutrice lui enseigne qu'à ce que son parent lui dit. C'est-à-dire, si on arrivait à modifier notre programme scolaire dès le bas âge, que nos enfants apprennent l'amour de la patrie, la citoyenneté, à partir du bas âge. Il ne faut pas les commencer à partir du 6e, 4e décimentaire, où l'éducation est déjà biaisée. Parce que tu rates même l'éducation à partir d'une année, 3 ans. C'est difficile d'éduquer un enfant de 6 ans. Vous comprenez? Oui. Donc, si on arrivait à modifier notre programme scolaire, c'est ce que je suggère également au ministre Tony Mwaba, qui est le patron de l'enseignement, ainsi que le ministre de l'ESI, qui s'occupe de l'enseignement supérieur, et tous
les services d'enseignement professionnel, entre autres l'INPP, et tous les centres de formation également, ils arrivaient à l'impliquer, à l'insérer dans leur programme. Je crois, tôt ou tard, 10 ou 15 ans après, le Congo changera partie de la mentalité. Et on aura de nouveaux citoyens. Bon, on va prendre le dernier tableau de cette émission, c'est les élections 2023. Ok. À quelques mois des élections, l'opposition décrit déjà une préparation chaotique des élections, la CENI qui n'est pas consensuelle, la loi sur la répartition des sièges qui a causé problème. Les députés du FCC ont quitté les domiciles, ont même fait une déclaration. Le FCC ne va pas participer aux élections. L'opposition pense qu'il ne faut pas les élections dans les conditions telles que présentement connues. Quelle est la position de l'Union sacrée par rapport à toutes ces revendications de l'opposition? Je peux vous rappeler qu'en 2006, l'UDPS avait boycotté les élections. Le Congo avait continué sa marche. Oui. Et la CENI aujourd'hui, parce qu'il faut rappeler l'historique de la CENI. La CENI a été instituée en 2003 à Sainte-City. Dans des pays développés, les élections ne sont pas organisées par la CENI. C'est le ministère de l'Intérieur, au travers de son administration, qui organise les élections, même aux États-Unis d'Amérique. Mais au Congo, parce qu'il y a une crise de confiance entre nous, c'est pourquoi on avait instauré une institution démocratique indépendante. Malheureusement, depuis que cette institution a été installée, n'a jamais recueilli la confiance des acteurs politiques. En 2006, l'Église catholique va désigner Abbé Malou Malou. Quelques temps après, je crois que c'était, si ce n'est pas Mossé, c'était, je crois, Maloula. Cardinal Maloula va par la suite dire que non, ce n'est pas l'Église catholique qui a envoyé l'abbé Malou Malou. Il y a eu même des échanges entre l'archidiocèse de Kinshasa ainsi que Monseigneur Outembi, parce que Malou Malou était je crois, de sa province ou de son archidiocèse. Alors, les acteurs politiques, ceux qui ne sont pas au pouvoir, l'opposition, l'Église, se préparent déjà en amont pour boycotter les élections. En 2006, M. Ngo avait dit qu'il détenait les secrets des urnes. Jusqu'à sa mort, il n'a jamais dit qu'il avait gagné en 2006. En 2011, c'était la même chose. Il n'a jamais dit qu'il avait réellement gagné. En 2018, Monseigneur Ambongo également avait dit qu'il connaît les vrais gagnants des élections 2018. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais dit ça. Donc, c'est pour dire que la CENI n'estime pas confiance aux acteurs politiques. C'est que nous avions échoué nous-mêmes à l'organe que nous-mêmes, les Congolais, d'un commun accord, nous avions mis en place à Sainte-City. Ce qu'il faut faire, moi, j'ai suggéré que la CENI soit même dissoute. La CENI soit même dissoute. On revienne à la démonstration et les élections soient organisées. Ça ne sera pas plus pire que si déjà la CENI, on n'a pas confiance. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui est nommé par le président de la République lui-même, inspira-t-il confiance d'autant plus? C'est ce que j'ai dit. Il faut arriver à dissocier la politique avec les organes, les institutions indépendantes. Parce que je peux vous rassurer ici qu'en 2018, Kabila avait son dauphin qui était Emmanuel Shadari, Amazon. Le président Tshisekedi était dans l'opposition. Nanga, le président Tshisekedi qui est aujourd'hui au pouvoir, avec l'IDPS, boycottait également la machine à voter. À cette époque-là, boycottait également les élections. Mais par la suite, lorsque l'IDPS avait accepté aux élections, aujourd'hui, qui est victoire, qui est au pouvoir. Cela veut dire que l'opposition doit faire ce qu'elle veut faire, mais que vous n'allez pas en prendre compte. Je parlais du régime en place parce que c'est ce qui a toujours été chaque fois qu'il y a élection et que plutôt l'opposition devrait se préparer à participer activement aux élections. C'est ça également, parce que les seuls experts en matière électorale actuellement, c'est Denis Kadima. Ben, elles ne les reconnaissent pas comme experts. Oui, mais je peux vous donner les profits de ceux qui les contestent. Mata Tamponio, c'est un fiscaliste. Mouzitou, c'est un économiste. Faï, lui, il a fait, je crois, pétrole et gaz. Qui encore? C'est ça, c'est un juriste. Katoumbi, je ne maîtrise pas trop sa filière. Peut-être qu'il a fait l'agriculture.
Ah bon? Bon, je présume, parce que je n'ai pas l'information. Je présume qu'il a fait l'agriculture. Tous ces gens-là que j'ai cités, personne n'est expert en droit électoral ou en matière des élections. Les seuls experts, c'est Denis Kadima. Que ce soit chez nous, à l'Union Sacrée, que ce soit à l'opposition, il n'y a pas un expert comme Kadima. C'est Kadima qui est le seul expert. Peut-être à part Rosa Malonda, qui est aussi un expert. À part Nanga aussi. Mais tout le monde, tous ces gens-là qui boycottent aujourd'hui les élections ne sont pas des experts. C'est-à-dire qu'il faut laisser l'expert nous conduire. C'est lui qui connaît comment il nous conduit aux échéances électorales. Qui sait peut-être qu'en 2023, après les élections, c'est Faïlou qui serait sacré peut-être. Parce que tous on a cru à Chadari que Chadari serait président. Mais à la fin, ce n'était pas Chadari. À la fin, c'est Félix Tshisekedi. Vous voyez? Alors que Kabila avait tout mis en place pour que Chadari soit élu. Même Chadari avait fait une déclaration, surtout Congo la nuit, au soir des élections, que dès ce soir, je me vois président de la République. Il y avait même une résidence qui a été affectée, qui lui a été octroyée, comme président avec les standings présidentiels. Mon finish, Chadari ne vit plus là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire que, estimons confiance à la CENI, privilégions les intérêts de la République, privilégions la nation. Élection ou pas, le Congo restera Congo. Le Congo passera, plutôt les hommes passeront, les acteurs politiques passeront. On a commencé avec Kassavubu, les Nzezalandu, les Tchombe, ils sont passés, les Kimbangu, les Kizenga, Lumumba, Kabila le père, Mobutu, Kabila fils. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Peut-être demain, ça sera vous. Peut-être demain, ça sera moi. Ça sera Katumbi, ça sera Faïlou. Laissez le Congo entre les mains de celui qui en a la passion. Et la Constitution a tout réglé. Et le mandat n'est pas éternel. Le mandat est de 5 ans, une fois renouvelable. Je vous affirme ici qu'après 2028, Félix ne sera pas président. Je le confirme qu'après 2028, Tshisekedi ne sera pas président. Parce que c'est un démocrate, c'est un respectueux de la loi, de la Constitution, et il va rendre l'établi en 2028. Il n'a que 2 mandats. Il est à la fin de son premier mandat, il aura son deuxième mandat en 2023, et en 2028, il va faire aussi la passation civilisée. À condition qu'il soit réélu en 2023. Bon, je ne dirais pas que c'est un acquis, mais s'il faut faire les sondages, il n'y a pas quelqu'un qui peut battre Tshisekedi en 2023. Ben, ça, c'est vos sondages. Je crois que c'est par ça qu'on va chuter. Ça n'est fini aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi ces numéros d'Enjeux de l'heure. Vos questions ont trouvé éclaircissement de la part de Maître Glaudine Dombassi, qui vous a dit qu'il faut dissocier la politique du droit, que selon lui, quelques procédures d'arrestation et même d'enquête sur le dossier Salomon Escadela sont à réprober, c'est-à-dire qu'il faut que la justice revoie certaines démarches qui doivent être conformément à ce qui doit être, conformément à la procédure judiciaire. Sous la loi Tchani, il pense que la loi est en soi bonne, mais qu'il faille choisir le bon moment. C'est question d'opportunité. Et il juge que le moment est très mal choisi pour que cette loi passe. Enfin, sur la question électorale, il invite les opposants à ne pas faire ce qui a toujours été fait, à se préparer pour les élections, et peut-être la chance sourira à l'opposition, comme ça l'a été en 2018, à la grande surprise de tous ceux qui attendaient Chadari président de la République. On se retrouve pour un autre numéro d'Enjeux de l'heure. Quant à moi, je vous dis au revoir.